C'était il y a 70 ans ou un peu plus. La durée d'une vie d'homme, même pas très longue. Les troupes allemandes entrent à Lorient le 21 juin. 2 jours plus tard, l'amiral Karl Dönitz, le commandant en chef des forces sous-marines du Reich, visite le port. C'est à Lorient qu'il veut installer son état-major pour isoler encore plus l'Angleterre en coulant avec ses sous-marins, les fameux U-boats, les navires marchands qui la ravitaillent. Du côté allié, on cherche la parade, sachant qu'en effet le transport maritime des marchandises est vital. Un seul cargo moyen peut apporter en Angleterre 10 000 tonnes de fret de toute nature. Pour traverser l'Atlantique, on arme les navires marchands et surtout on forme des convois pour une traversée qui dure de 14 à 19 jours de mer. Ces cargos sont protégés par des navires de guerre de surface. Pour attaquer ces convois, Dönitz met en œuvre une méthode de combat naval qu'il a développée avant-guerre, la Rudeltaktik ou attaque en meute. Le principe est d'établir une ligne de U-boat en travers des routes présumées des cargos. Le premier sous-marin qui en repère un prévient par un message crypté l'état-major à Lorient, et celui-ci dirige alors toute la flottille vers l'objectif en une attaque en groupe, de nuit, à pleine vitesse et en surface. Cette tactique va se révéler payante, au moins jusqu'en juin 1942. Mais l'entrée en guerre des États-Unis en décembre 1941 va changer la donne. Britanniques et Américains s'entendent pour maintenir coûte que coûte ouverte la route de l'Atlantique Nord, d'autant que l'Union soviétique doit elle aussi être ravitaillée à travers l'océan Arctique jusqu'au port de Mourmansk. Le tournant de la bataille va se situer en 1943, quand les Alliés pourront enfin traquer les sous-marins allemands jusqu'en plein milieu de l'Atlantique grâce à des avions à long rayon d'action et qu'ils développeront de nouveaux moyens de détection comme le radar et l'ASDIC. De plus, l'Amérique construit à plein rendement une nouvelle génération de navires, mi-cargo, mi-destroyers, les Liberty Ship et Victory Ship, qui apporteront en Europe les milliers de tonnes de matériel dont l'armée américaine a besoin. L'Allemagne réplique en construisant une nouvelle génération de U-boats, mais le sort de la guerre est déjà scellé. Dès l'été 1944, les flottilles de sous-marins quittent les ports français de l'Atlantique pour chercher refuge en Norvège. À sa capitulation, le 8 mai 1945, le bilan humain et matériel est très lourd pour l'Allemagne vaincue. Sur 1154 U-boats mis en service, 822 sont par le fond. C'est pour abriter et protéger ces sous-marins que l'on construit dès 1941, sur la presqu'île de Kéroman, une base maritime d'une taille encore inégalée. 3 bâtiments comprenant des alvéoles pour les U-boats et à la structure renforcée contre les bombes. Ce sera Kéroman 1 et Kéroman 2, puis le formidable Kéroman 3, au toit de plus de 7 mètres d'épaisseur et dont les bassins s'ouvrent directement sur la rade. Ce chantier, le plus important hors d'Allemagne, est confié à l'organisation TOT. Il va attirer plus de 12 000 ouvriers venus de toute l'Europe occupée. Les bombardements de la Royal Air Force sur les appontements débutent dès septembre 1940 et se succèdent jusqu'en décembre pour se raréfier ensuite sur les chantiers. Aucun ne cause de réels dommages à la base de sous-marins. À la conférence de Casablanca, les Alliés vont entériner la décision de bombarder la ville plutôt que la base pour priver les Allemands de tout soutien. Dès le début 1943, Lorient et son arsenal sont réduits en cendres par des bombes de plus en plus puissantes et les communes des environs ne sont pas épargnées. J'ai vu une fois 13 alertes dans une nuit. Alors faire le tour pour aller dans cette cave, pour revenir dormir, pour retourner 13 fois de suite, moi je savais plus où j'en étais, je rentrais dans l'armoire plutôt que de trouver la porte de sortie. Par miracle, grâce à la défense passive, les pertes humaines sont sans commune mesure avec les destructions. La population, dans sa grande majorité, doit fuir vers la campagne environnante, ou vers Vannes, Quimper et même jusqu'en Mayenne. Des tracts lancés par avion l'incitent à ne pas demeurer sur place. Malgré tout, dès 1940, la résistance s'organise, d'abord par des actions isolées et discrètes. Le débarquement en Normandie, le 6 juin 1944, donne le signal de l'insurrection. Sabotage, embuscades, parachutage d'armes se succèdent, appuyés par les Jetburgs américains et les para-SAS du commandant Bourgoin. Mais les Allemands contre-attaquent en force, contraignant les maquisards à abandonner du terrain et à se disperser. Le 31 juillet, la percée d'Avranches permet enfin à l'armée américaine de se ruer vers Paris, mais aussi vers la Bretagne. La 4e division blindée du général Wood se lance à l'assaut de Lorient en 2 colonnes distinctes qui reçoivent un appui d'infanterie des bataillons FFI. L'artillerie allemande pilonne les assaillants, appuyée par les gros canons de marine que l'on a retournés vers l'intérieur des terres. Cette résistance très vive des forces allemandes va contraindre le général Wood à stopper son avance.
Ce que les Alliés ignorent encore, c'est que le général Farnbacher, le commandant en chef des troupes allemandes, a reçu l'ordre formel de tenir le Festung Lorient au moins 8 semaines. Dans ce but, l'occupant forme 3 lignes de défense, dont 2 de repli, pour contenir l'avance alliée et donner au système tout entier une certaine profondeur. Ces lignes englobent une vingtaine de communes, de la rivière Leitha à l'ouest jusqu'à la presqu'île de Quiberon, ainsi que Groix et Belle-Île. C'est la poche de l'Orient, qu'un no man's land de quelques centaines de mètres seulement sépare des lignes alliées. Enfin, le 7 mai, la veille de la capitulation de l'Allemagne, Berlin ordonne par message radio aux poches de l'Atlantique de cesser le combat. Des pourparlers sont immédiatement organisés et la reddition sans condition est signée le jour même dans un café, le Bar Breton, à Etel, à 20h. Le 10 mai à midi, les Américains laissent les Français, récemment équipés de tenues anglaises et intégrés à l'armée régulière, entrer les premiers dans l'Orient. Ah, c'était dans un champ de ruines. Naturellement, il y avait quelques civils qui étaient restés là-bas. Alors, ils étaient heureux, on était applaudis. Alors, on avait des fleurs, on avait des bouteilles de cidre. On était heureux, quoi, comme eux. Les Allemands déambulaient, l'air triste. Nous n'étions pas non plus de grands vainqueurs. Le même jour, à 16h, à Caudan, au nord de la Poche, le général Farnbacher rend symboliquement son arme au général américain Kremer, en présence du général français Borgnis Desbordes. Les Lorientais ne reviennent que très progressivement dans une ville détruite à 95%. On vit dans des baraquements provisoires. La première pierre du gigantesque chantier de reconstruction ne pourra être posée qu'en 1949. Il va durer presque 15 ans, sous la direction d'une trentaine d'architectes, Lorientais pour la plupart. Dans les derniers mois de 1962, il est officiellement terminé.